Bonjour les amis, chose promise, chose due. Didier Maisto, que je salue, qui est sur ce plateau, avait fait un petit teaser, c'est comme ça qu'on dit, il avait annoncé sur Twitter que nous allions réaliser une émission au cours de laquelle vous auriez l'occasion de voir Didier Maisto, Harold Bernat et Régis de Castelnau intervenir sur l'actualité qui est la nôtre, plus centrée sur la France évidemment, puisque c'est ce que vit notre pays qui nous accable. Je crois que c'est vraiment le terme qui convient. Et sur la nécessité de réagir et de mener les combats qui pourraient peut-être enclencher des processus permettant d'aboutir à un changement. Euh, alors, les trois personnes que je viens de citer, dont votre serviteur, peut-être qu'on peut les caractériser par une certaine présence sur les réseaux et avec une expression, on va prendre une expression familière de gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à aller au combat. On a une légitimité construite, on a une histoire, les trois personnes, et qui nous permet d'être offensif dans ce que nous disons et de mettre en cause ce qui nous apparaît délétère pour notre pauvre pays. Il y a également en commun ce rapport à la France, ce rapport particulier, on va le qualifier de patriotisme parce qu'il s'agit de ça, mais qui aujourd'hui est confronté à une véritable souffrance quand on voit dans quel état ceux qui nous gouvernent, le système qui nous gouverne, a mis ce malheureux pays. Mon cher Didier, j'ai fait cette petite introduction. Je te passe la parole pour recueillir ton point de vue. Harold ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine fois. Merci Régis. Oui, bonjour à tous. C'est vrai qu'en échangeant, on échange assez régulièrement, puis on intervient aussi tous les deux sur Toxin, l'un après l'autre. Toi, tu le fais avec Alexandre, qui est aussi un ami et qui est quelqu'un de courageux dans la société, puisque quand il était syndicaliste policier engagé avec et pour les Gilets jaunes, il a relayé un petit peu les choses vues de l'intérieur de la police puisque moi je suis pas du tout anti-policier, comme on a voulu nous faire croire, hein, beaucoup de gens qui sont intervenus en disant dans la Macronie, regardez, ces types n'aiment pas la police, c'est l'anti-France, etc. Pas du tout. Simplement, on a envie d'une police qui soit exemplaire, c'est la moindre des choses. Ou à tout le moins, quand elle se comporte mal et quand elle ne défend plus qu'une petite oligarchie et qu'elle est contre le peuple, ben on le dit. Et c'est tout l'honneur d'Alexandre d'avoir mené ce combat qui lui a coûté cher, comme il nous a tous coûté très cher. Mais la liberté et l'indépendance n'ont pas de prix. C'est le prix qu'on veut bien y mettre et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc effectivement, je trouve que c'est intéressant d'échanger, loin des rives aussi du complotisme, hein, parce que je pense que nos, on nous affuble toujours. Enfin, nous, c'est rare quand même, mais on nous met quand même dans une espèce de mouvance. On ne sait pas bien les extrêmes, les complots, les populistes, etc. Enfin, tous les mouvantistes de la création, moi, ça m'indiffère complètement, mais on ne peut pas nous dire ça. Mais en tout cas, je pense qu'on est dans une forme de révolution anthropologique, j'ose les mots, parce que Michel Serres parlait d'une révolution anthropologique à propos de l'Internet et du virtuel, etc. Mais au-delà de ça, bien sûr, il y a ça. C'est aussi important ce qui se passe que l'imprimerie ou l'écriture, avec des correspondances et des suites, y compris de façon très matérielle dans la guerre avec les drones, les parapluies de l'espace. C'est plus du tout le rapport à la guerre, le rapport aux gens, le rapport à la société, au rapport humain, est complètement changé, complètement différent. On a fêté aussi, entre guillemets, les 5 ans du confinement, ce qui a aussi changé notre rapport au monde. Cette digitalisation de tous et de tout nous amène finalement une classe politique et médiatique
la dernière étant une sous-classe de la première, qui n'est plus ce qu'elle était jusqu'à, mettons, allez, Jacques Chirac. Ça a commencé avec Sarkozy à se détériorer vraiment. Puis Hollande, bon, bah, Hollande, c'était le rien. Et le rien a accouché, comme dirait Gramsci, d'un monstre. Et ce monstre, c'est Macron et consort. Parce que Macron n'est que, finalement, la conséquence d'un système qui fait que ce qui a changé, je trouve, c'est qu'il n'y a plus de quille du bateau. Les gens ne réfléchissent plus, n'apprennent plus à réfléchir. Donc on se retrouve avec on est obligé un peu de personnaliser, même si seuls les médiocres parlent des gens, mais bon, allons-y. On se retrouve avec des Attal, des Valérie Ayé, qui nous expliquent comment guerroyer, ou des gens sur LCI, puisque c'est bien cette chaîne qui est quand même assez hallucinante, qui viennent nous parler des anciens proxénètes, hein, ou des dames qui étaient à la tête de réseaux d'escorte dans la deuxième ville de France, qui ont travaillé pour la Russie et qui aujourd'hui travaillent pour l'Ukraine, disons ça comme ça. Et ces gens-là qui sont bombardés, experts. Et puis on ressort du placard des gens comme Kouchner, hein, qui droguait ses enfants pour aller festoyer avec sa femme dans les restaurants parisiens, ou qui ne disait rien quand son propre fils se faisait violer par son beau-père. Donc, Daniel Cohn-Bendit, qui trouvait ça formidable de se faire caresser le zizi par des enfants de 5 ans parce que ça le révélait à lui-même, ou encore BHL qui a enflammé complètement la Libye et tout le Sahel, qui est devenu cette vaste zone de non-droit, ce foyer du terrorisme international. Donc voilà, on est plus que dans la société du spectacle qu'avait décrite Debord, dans la société du spectacle belliciste et dépravé, en fait. Et donc, nous, on nous demande, c'est pour ça que je ne vais plus dans les médias mainstream, on nous dit alors, les OQTF, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Maïsto? Prenez-moi la comédie humaine et faites-moi une brève. Le père Goriot était-il un salaud? Oui, non, oui, au revoir et merci. Ben non, c'est pas comme ça, quoi. Et donc, on est dans ces nouveaux paradigmes, dans cette façon de faire. Et nous, on va essayer d'y échapper, mon cher Régis. Voilà. Alors, euh, tu as cité BHL, je t'informe, je ne sais pas si tu le sais, que la grande personne dont tu parlais, la blonde de plateau, la blonde d'astreinte sur l'Ukraine, rédige des articles dans La Règle du jeu, la revue de BHL, donc ce qui donne une idée du niveau de cette revue. C'est intéressant que tu décrives, en donnant quelques noms comme ça, euh, jeunes ou vieux d'ailleurs, parce que malheureusement les boomers ont une place importante dans le macronisme, ils sont une base électorale puissante. J'ai vu que concernant le rétablissement du service militaire, 70% des boomers, dont je suis d'ailleurs, sont pour cette restauration du service national. C'est pas eux qui vont y aller, ça c'est clair. Donc, cette description montre bien la profondeur du mal. Tu as raison, on est à un tournant historique. Il y a la majorité mondiale qui aujourd'hui est en train de s'organiser, en train de prendre congé de l'Occident. Nous ne sommes pas menacés. Ce qui nous menace, c'est nous-mêmes. Et ça, J.D. Bien Vance, sûr. au discours de Munich, il a dit, mais attendez, la première menace, vient de vous. Et les gens dont on prétend qu'ils nous menacent ne s'intéressent plus à nous, on ne les intéresse plus. Ils ont pris congé. Alors, ils veulent régler des problèmes parce que c'est gênant, les sanctions, c'est gênant, la prédominance du dollar, c'est gênant. Ils veulent pouvoir continuer à se développer. Le pivot vers l'Asie a eu lieu. Donc, le monde est en train de changer et il change très vite. Et dans ce contexte-là, malheureusement, euh, l'Europe et la France en particulier sont à la dérive. Ce que tu as décrit, c'est un bateau sans quille qui est à la dérive, dirigé par des équipes, par des systèmes, dont celui de Macron peut être assez facilement qualifié de gang. Je suis tout à fait désolé, c'est le terme qui s'impose. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que la première chose que nous pouvons faire, c'est justement de nous exprimer. Merci les réseaux.
là je vais encore blasphémer, merci Elon Musk qui a transformé Twitter en y instaurant la liberté d'expression et aussi des formats de communication plus importants. Lorsqu'il dit les médias c'est vous, il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, le dispositif mainstream qui est entre les mains de l'oligarchie, incontestablement. On vient de voir ce qui s'est passé avec Krasinski, l'oligarque tchèque, qui est celui qui est propriétaire de Franc-Tireur, la petite feuille de Caroline Fourest et de Jean-Paul Enthoven, de Raphaël Enthoven, oui, je confonds le père et le fils, Raphaël Enthoven, il était propriétaire de Marianne, il avait laissé Natacha Polony conduire tant bien que mal l'attelage, il y a mis fin parce que politiquement ça ne lui convenait plus. Ça n'a pas été long. En 15 jours, on voit le changement d'orientation éditoriale, c'est impressionnant. Donc, ça, c'est le mainstream, l'horreur d'LCI plus la domination du mainstream et l'asservissement de ce dispositif au pouvoir en place. En face, ben, y a la dissidence, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire les outils qui permettent à un certain nombre de gens de s'exprimer. On considère, à tort ou à raison, c'est vous qui nous le direz, si on a raison, on considère que si on se met en tas, comme ça, on va pouvoir améliorer encore ce qui se produit et euh, produire un discours critique sur cette situation. Alors, mon cher Didier, la première question que je vais te poser, c'est est-ce qu'on peut considérer que le système Macron, c'est-à-dire l'installation à l'Élysée avec les équipes qui l'entouraient d'un parfait inconnu, arrivé, ça c'est ma thèse, à la suite de ce qui s'apparente à un coup d'État, avec une partie judiciaire que j'ai étudiée à fond, euh, qui ensuite a mis en œuvre des politiques et est allé finalement d'échec en échec, de catastrophe politique en catastrophe politique, et qui nous amène à nous demander si l'objectif n'était pas de foutre en l'air notre pays, de le détruire, parce que l'état dans lequel il se trouve après 8 ans de mandat, sans perspective d'un départ rapide, est quand même attristant. Donc aujourd'hui, il se transforme un jour en nouveau larbin des États-Unis, c'est-à-dire qu'il se rallie à Trump. Le lendemain, euh, il se transforme en soi-disant chef de guerre. Il s'agite beaucoup. Il a toujours aucune majorité au Parlement. Il a mis en place un Premier ministre qui est un ectoplasme tragique. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que son pouvoir est en train de se décomposer? Alors évidemment, on est au cœur du réacteur, je dirais, de la question. La question, c'est pour les gens qui l'ont mis au pouvoir. Moi, j'ai rencontré Macron quand il était à la commission Attali, puisqu'à l'époque, j'ai travaillé dans un grand groupe qui avait contribué à la réforme de deux professions dans le cadre de la commission Attali. Donc, j'avais été remettre les deux rapports. Et c'était Macron que j'ai connu après euh, en tant que ministre de l'économie, pendant la présidentielle, puisqu'on faisait une matinale commune avec Public Sénat, qu'on l'avait interviewé quelques semaines avant. J'avais pris mon petit déjeuner avec lui, et mon équipe, et j'avais dit à l'issue de celui-ci, sur TV Liberté, que c'était Martial Bill qui m'avait interrogé, et il m'avait fait candidat après candidat. C'était la remontada à l'époque de Fillon. Euh, on se pensait que Fillon, s'il passe à travers les gouttes, il va y être. Bon, finalement, il en a été décidé autrement, puisque le PNF a été créé par Hollande pour ça. C'est ça l'état profond. Hein. Le pouvoir, il est d'abord administratif et politique. Et donc, j'avais dit, si ce type est élu, ça sera le soft fascisme. Tout le monde m'était tombé dessus, etc. Aujourd'hui, je regrette juste d'avoir employé le mot soft, parce qu'il n'y a rien de soft là-dedans. En fait, c'est de la bourgeoisie, l'oligarchie, la plutocratie, appelons-la comme on veut, néolibérale, apatride. Ils n'ont pas de projet. Quand lui dit c'est mon projet, il y a beaucoup, comme le cerveau humain
est fait d'une telle manière que les gens ont besoin de rationaliser et de mettre dans des cases, ça rassure. Il y a un projet néolibéral, c'est pas si clair que ça. Il y a un projet, comme tu le dis, qui est la destruction des identités. Parce qu'évidemment, un pays séculaire comme la France, avec une tradition sociale, républicaine, un système de retraite particulier, de sécurité sociale, dont la devise est liberté, égalité, fraternité, qui n'est pas reliée à une race, qui a divorcé de la religion, et qui fait que c'était quand même un vieux peuple, celui des Lumières, qui pendant des siècles, ou au moins 2 siècles, a inspiré l'univers, le monde entier. C'est un peu emmerdant, un pays comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le caporaliser, le fédéraliser, le régionaliser, le mettre dans un grand maelstrom qui est l'Union européenne. On s'en fout que ça ne marche pas. Parce que ceux qui ont les leviers, ce n'est pas pour que ça marche, c'est pour que ce soit considéré comme un vaste marché d'échange, qui soit celui des armes, qui soit celui du tourisme, que sais-je encore, où tout est déréglementé, n'est-ce pas? Et où on fait croire qu'il y a une souveraineté européenne, une Europe de la défense, une Europe politique, une Europe des valeurs dont on ne nous dit jamais quelles sont les valeurs. C'est ça, fondamentalement, le projet. Donc, est-ce que M. Macron a du plomb dans l'aile? Oui, le système Macron en est à son terme. Il n'en finit pas d'en finir. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il va être remplacé dans ce système-là, d'une manière démocratique et rationnelle, par un système qui lui serait opposé, alternatif ou fondamentalement différent? La réponse est non. Parce que ce soit Gabriel Attal, Édouard Philippe, Rotataillot, comme je l'appelle, le moulin à parole, ou n'importe quel socialiste, y compris aujourd'hui, j'allais dire, Bardella ou Marine Le Pen, finalement, les gens sont européistes pour l'Ukraine, pour la guerre en Ukraine et pour Zelensky, plutôt pro-israélien, enfin je dirais même carrément pro-israélien. Quelle est la différence aujourd'hui, sinon de comportement, de sémantique et de champ lexical, entre un député RN, un député PS, un député LR et un député du bloc central qui a un tout petit bloc, hein. C'est plus un bloc WC qu'un bloc central, puisqu'il est infinitésimal. C'est quand même le dernier parti qui est rassemblé, qui est représenté à l'Assemblée, dont est issu le Premier ministre. Et avant, c'était le pénultième ou l'antépénultième avec, comment il s'appelait, Monsieur Albertville. Bon, voilà quoi. Donc, c'est assez terrible d'en arriver là. En fait, nous expérimentons ce que d'autres pays ont fait avant nous, ce qui rentre en contradiction stratégique avec notre Constitution, celle de la Ve République, la démocratie minoritaire, jusqu'à grand chapiteau. C'est-à-dire, en fait, des gens qui n'ont pas le pouvoir tout seuls, qui font des coalitions, même pas de projets, mais appelons ça de projets. Et même ça, ça ne suffit plus à contrer les candidats désignés par le peuple. Alors, pour finir là-dessus, il y a 2 possibilités pour ça. Donc, il y a des alliances contre nature où M. Macron ne reconnaît même pas le résultat des élections. C'est quand même prodigieux, hein. On peut dire ce qu'on voulait, quoi. On pouvait dire que le RN était le premier parti en voie, que même si contre nature, enfin pas la NUPES, mais le Front Populaire, etc., il fallait au moins trouver des candidats qui soient issus de ces blocs-là. Ça n'a pas été le cas. C'est comme s'ils n'existaient pas, même si le petit Parti socialiste, dont la traîtrise est le fonds de commerce, là, ils se sont fait trahir. C'est assez savoureux de les voir traités de traîtres Bayrou. Je trouve ça formidable. L'histoire a de ses revers quand même. Quand je vois le petit Vallaud-Belkacem dire oh, il nous a trahis, enfin, c'est quand même grotesque. Et donc, il y a une contradiction stratégique entre cette constitution voulue et établie par le général de Gaulle et Robert Debré, complètement verticale, avec le mythe du chef, etc. Et de l'autre côté, des démocraties minoritaires, avec des alliances contre nature, le régime des partis, très 4e République. Et comme ça ne suffit pas, eh ben, il y a 2 éléments. Il y a le DSA,
c'est formidable, c'est le procès de Kafka, c'est-à-dire tu es accusé par on ne sait qui, sur la base d'allégations, en l'occurrence par exemple, si on prend le dernier exemple roumain, l'allégation de services secrets allemands qui a dit que peut-être il y aurait des ingérences russes sur TikTok, ce qui a fait monter le candidat Georgescu, qui a été déclaré inéligible, hein, à vie, c'est fini, il peut plus se présenter. Et en France, on va vers ça, parce que j'avais dit un jour, vous verrez, il n'y aura plus d'élections. Tout le monde m'avait dit, non, mais il faut arrêter de délirer. Je dis, ben voilà, aujourd'hui, on y est. Et si ça ne suffit pas, le DSA, c'est pour ça qu'on parlait des outils de la révolution anthropologique, eh ben, il y a ce que tu connais parfaitement, mon cher Régis, la justice expéditive, le parquet national financier ou les commissions diverses et variées qui décident que, boum, t'as pas le bon costard, exit par ici la sortie. Imaginez, vous, le général de Gaulle mis en examen. Si je suis mis en examen, je démissionne. Boum, le lendemain, tu es mis en examen. Au revoir et merci. Fin de la démocratie représentative. Il n'y a plus en France et en Europe de démocratie représentative. Alors, je voudrais te répondre sur le projet de Macron, parce que Macron, j'ai un peu sous-estimé ça au départ, lorsque j'ai travaillé, d'abord en temps réel, j'ai accompagné par de multiples articles la partie judiciaire du coup d'État, la procédure fulgurante engagée contre François Fillon. Je suis en train de préparer une vidéo podcast pour raconter dans le détail, revenir dans le détail sur ce printemps 2017. Mais j'avais un peu sous-estimé le fait que c'était quelque chose qui venait d'assez loin, c'est-à-dire que la sélection de Macron par Jacques Attali, par exemple, tu parlais tout à l'heure du secrétariat de la commission Attali, installé là par notre ami Nicolas Sarkozy, eh bien, dès ce moment-là, la question de la candidature d'Emmanuel Macron était posée. Beaucoup de choses se sont réalisées. Son arrivée chez Rothschild, semble-t-il, mais un jour, il faudra que les historiens se penchent en détail, ou peut-être les juges, mais les bons juges se penchent en détail sur les Cette affaire de conditions. Rothschild, moi, j'ai toujours pas compris. Hein. Oui, J'ai beaucoup alors, travaillé avec des banques d'affaires. Il y a quelque donc, chose qui m'échappe. oui, alors, donc le problème, c'est que pour moi, c'était simple. C'était la fausse alternance. Sarkozy, droite-gauche, comme disait Seguin, ce sont deux épiciers qui se fournissent chez le même grossiste. Donc, échec Sarkozy, parce que c'est pas Hollande qui gagne, c'est Sarkozy qui perd. Et ensuite, catastrophe Hollande. Encore pire, il peut même pas se représenter. Donc, euh, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution et à ce moment-là, on se dit bon ben on va fusionner centre-gauche, centre-droit et on va trouver quelqu'un sorti de nulle part, pas connu, pour l'installer avec un projet. Alors la question du projet, quel était-il? Moi, j'ai pensé simplement, effectivement, que l'hyperclasse qui domine dans notre pays, et quand je dis hyperclasse, c'est-à-dire on est une oligarchie valant plutocratie, hein, parce que ses pouvoirs sont tout à fait considérables. C'est Bernard Arnault, le vrai patron de ce pays, soyons clairs. Bien Il est sûr. à l'heure. Bon, donc, alors c'est commode de dire ça, c'est un peu caricatural, À mais peine. à peine. C'est une oligarchie devenue plutocratie puisqu'elle gouverne directement. Et elle place ses hommes, et dont Macron. Donc Macron était le fondé de pouvoir de cette plutocratie, de cette oligarchie. Mais cela étant, il avait une feuille de route. Et quand il a foutu en l'air alors c'est Hollande qui a commencé, mais le code du travail, c'était une vieille revendication de la bourgeoisie. Ensuite, la retraite, c'était là aussi une vieille revendication. Mais pour le reste, euh, ce qui apparaît aujourd'hui, et ce que tu viens de décrire, c'est un projet plus important, plus dangereux. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est déstructurer la France et l'installer dans une espèce de structure européenne dont je rappelle que ni les Chinois ni Donald Trump refuse de discuter avec elle parce qu'on considère que c'est une organisation internationale et ça n'est pas un État constitué. Quand Macron a trouvé intelligent, lorsqu'il était invité par Xi Jinping à
à Pékin d'arriver avec Von der Leyen. Ursula von der Leyen. Il faut voir comment elle s'est fait traiter par les Chinois, mais c'était horrible. Donc, mais pour en revenir à Macron, il y a véritablement, et on a l'impression que quelque part presque, euh, la victoire de Trump, alors même que cette Europe a milité depuis 4 ans pour le maintien des démocrates américains au pouvoir, euh, l'arrivée de Donald Trump, finalement, a peut-être tourné, je dis peut-être, en effet d'aubaine, avec ce qu'ils sont en train d'essayer de nous vendre, le réarmement de l'Europe, la nécessité, le réarmement de l'Europe, ça veut dire que, partage de l'arme nucléaire, ça veut dire qu'on met toutes les ressources militaires en commun et on donne à l'Union européenne des pouvoirs qui ne sont pas ceux qu'elle devrait avoir du fait de l'application stricte des traités qui sont déjà, qui nous ont déjà Elle profondément. n'a aucun pouvoir militaire, la Commission, Non, mais ni même, elle n'a pas de diplomatie non plus. ni Il n'y même a pas l'Union de, il européenne. y a pas Il de n'y a pas peuple du... européen, mais Non. on essaye de finalement déstructurer les identités, déstructurer ce que tu soulignes, les, les fonctionnements démocratiques de la démocratie représentative, qui est d'ailleurs aujourd'hui considérée comme un obstacle. Moi, je me rappelle d'un livre que j'ai lu il y a 12-13 ans d'une juriste très intéressante qui s'appelait La démocratie sans démos et qui était une européiste, qui, elle doit toujours être dans les cabinets ministériels, et elle expliquait qu'on pouvait faire tourner la démocratie sans que le peuple ait son mot à dire. On en a un bel exemple en France, quand on vient nous parler de l'état de droit, avec, je veux dire, une imposture sur le langage, parce que l'état de droit, c'est qu'il faut que l'État respecte sa propre légalité, absolument. Ça, c'est tout à fait exact, mais c'est pas ça qu'on veut dire quand on parle d'état de droit, c'est qu'on parle d'une privation de sa souveraineté au peuple pour la confier à des organes non élus, pour la confier à des structures judiciaires dont on ne sait pas comment elles sont composées. Je ne me prononce pas sur le fond du dossier de l'A89 ou l'A86, je ne sais plus, cette 89, ouais. 89, hein, qui relie Castres à Toulouse. Enfin bon. Et il y a eu toute une procédure, tout ça est très normé. J'ai enseigné le droit de l'urbanisme et de l'environnement à la faculté de Bourgogne pendant quelques années, donc c'était une de mes spécialités. Et effectivement, les procédures étaient très, très longues, complexes, il y avait une concertation partout, et puis il y a une décision qui a finalement été prise. Eh bien, cette décision a été annulée par le tribunal administratif, le premier niveau avant la cour d'appel et le Conseil d'État, par un juge administratif, par une collégialité, euh, sur les compétences techniques desquelles on peut s'interroger. C'est pas un très très bon système. C'est ce qui s'est passé avec Notre-Dame-des-Landes. Je ne suis pas en train de dire cette autoroute est un bon projet, Notre-Dame-des-Landes c'est un bon projet, mais ces caractéristiques de systèmes qui s'étaient déroulés dans le respect des normes et au final, comme on avait envie de faire autre chose, eh ben, on a saisi le juge, c'est le juge qui a décidé que les 3 magistrats du tribunal administratif, je ne sais pas lequel c'est, concernant cette autoroute, soient les décideurs, ça pose un sacré problème quand même. Les collectivités, le préfet, l'État, toute la concertation, les commissions ad hoc, etc., hop, n'existent plus. Et ce sont donc 3 personnes, dont certains ont peut-être fait l'ENA, d'autres doivent être armés d'un Non, mais là, master. tu vois, on est au cœur. C'est très important ce que tu dis. Je pense que c'est le fond du problème. C'est qu'on a instauré le relativisme comme un absolu et on a fait des opinions un fait. Et c'est ce qui permet le gouvernement des experts, qu'ils soient juges, journalistes. Voilà. Donc on dit finalement, il n'y a plus de droit. Et c'est quand Retailleau dit il faut remettre en cause l'état de droit, il n'est pas intangible, etc. Que nous dit-il? Il nous dit ça. Il nous dit en gros, tout le monde est d'accord sur les Arabes. Je vais un peu plus loin que j'essaie de verbaliser ce qu'il a dit. Tout le monde est d'accord sur les Arabes. Tout le monde est d'accord sur les musulmans. Tout le monde est d'accord sur les OQTF. Il y en a marre. Donc, puisque tout le monde est d'accord, l'état de droit est intangible. Il n'est plus intangible. On va en sortir. Et moi, je vais vous dire, vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est du populisme. Et en fait, de ne plus avoir du coup, quand tu es plus dans quand tu n'es plus dans l'absolu, un absolu fait de contre-pouvoir. Et c'était ça qui était magnifique dans le système français, c'est que c'est Antigone,
bien sûr, mais Antigone confrontée à ses juges. Tu peux faire appel, tu peux aller jusqu'en cassation en disant non, mais même Antigone, elle a peut-être raison sur le fond, il y a un droit naturel supérieur au droit objectif ou positif, mais sa toge était mal repassée, sa robe était mal repassée, et donc elle a fait une erreur. C'est quand même la noblesse de l'architecture française. On pouvait avoir la même chose d'un point de vue journalistique, d'un point de vue politique, avec le référendum, si je vais de l'autre côté. En 2005, c'était la même chose. Les gens devaient se prononcer sur la Constitution européenne. Ils se sont prononcés en dépit de ce que nous racontaient les sondages de la manière exactement inverse. 55 pour le non, alors que les sondages disaient 55 pour le oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Sarkozy et Monsieur Giscard d'Estaing, du haut de leur superbe, sont arrivés en disant les Français sont des cons, le texte était trop complexe, on ne voulait pas, il n'aurait jamais fallu le mettre dans un référendum. Nous, on sait ce qu'il faut faire. Exactement. Donc le nous, on sait ce qu'il faut faire, conduit au relativisme, conduit à avoir un petit instable au biceps en mousse qui nous dit c'est mon projet, et d'avoir des peroxydés sur les plateaux de LCI qui nous parlent de la Russie et des Russes comme des cafards et des rats à éradiquer. C'est ça que produit le relativisme en fait. Alors, je voudrais. Alors, j'ai pris l'exemple de la 89, mais on peut prendre aussi un exemple d'une autre ampleur sur justement la dépossession qu'on impose au peuple, la dépossession de son pouvoir et de sa souveraineté. Euh, c'est un enjeu très fort parce que la démocratie sans démos, le peuple, il commence à être un peu emmerdant. Parce que d'abord, il a des envies, il a envie d'être souverain, il ne sait pas toujours ce qu'il veut, il peut se tromper, il peut être, moi je trouve, d'une certaine mollesse. Il y a eu la révolte des Gilets jaunes, il faut dire que les malheureux, vu ce qu'ils ont pris, euh, c'est cuisant, hein, le souvenir. J'aimerais bien que ça redémarre, moi. Au bout enfin, je veux dire, dès lors que ça a démarré, j'avais pris le parti de cette révolte parce que c'était une révolte populaire. Et donc, le problème, c'est que l'exemple le plus fort en France, c'est celui du Conseil constitutionnel sur la dépossession. On a un Parlement. Le Parlement, il élabore des lois, il vote des lois, ça va chez le Conseil constitutionnel, et le vrai législateur dans notre pays, c'est le Conseil constitutionnel. Et c'est une situation qui est extrêmement grave. Alors le problème, c'est que nos imbéciles de politique, je pèse mes mots en utilisant le terme imbécile, parce que comme la culture juridique et judiciaire dans notre pays est faible, on va se réjouir lorsqu'on remporte une victoire judiciaire contre son adversaire, sans voir les dangers qu'elle recèle. Non, 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 on ne va pas voir les dangers qu'elle recèle. Donc, tous ceux qui s'opposent à la 89 sont ravis parce que ils auront pas cette autoroute dont ils ne veulent pas. Ce que je comprends, ils ont parfaitement le droit de ne pas la vouloir. Le problème, c'est que la prochaine fois, pour un autre sujet, ils vont être battus. Alors peut-être que là, ils seraient majoritaires et qu'ils auraient raison. Je reviens au Conseil constitutionnel. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Tu as dit ben, ce qui s'est passé en Roumanie. Monsieur Thierry Breton, le roi du DSA, qui est venu nous dire que si en Allemagne c'était pas convenable, ce serait la même chose. Mais il y a la France. Alors la France, moi, c'est là où on va soulever le capot, puis on va aller voir ce qui se passe dedans. Bon, 2027, Macron ne peut pas se représenter. Bien, bien, bien. Alors, le nouveau président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, un aigrefin tout à fait connu, qui a son poste grâce à la complaisance du Rassemblement national, qui espère, je pèse mes mots en le disant, une contrepartie avec une annulation de la mesure du Conseil du Code de pénal sur le caractère exécutoire des De la décision, ouais, inéligibilités en première instance, parce que c'est ça l'histoire. Bon, c'est toujours tout. est-il que est-ce que Macron pourrait vouloir se représenter? Alors, il y a une technique qui consisterait, je démissionne, et puis il y a des élections qui doivent être organisées, c'est la Constitution, l'archer fait l'intérim, et il dit, je me représente. Et là, ah oui, mais non, j'ai pas fait deux mandats successifs,
j'en ai fait un et demi, c'est pas deux. La Constitution dit deux, donc je peux me représenter. Bien. Sachant que je fais une toute petite incise, les constitutionnalistes ont été consultés sur le sujet. Les réponses qu'ils ont données, elles sont, tu peux les orienter dans un sens ou dans l'autre, hein, selon ton penchant politique, et c'est pas très clair. C'est moins Oui, mais qu'on puisse dire. mon cher Didier, alors là, je viens de parler de cette hypothèse. J'y crois pas trop, quand même. Je Non, s'amuse à ce petit jeu. Mais sur l'interprétation des professeurs de droit, la seule interprétation qui compte dans une question juridique, c'est celle du juge. D'accord? c'est Moi, j'ai ça. passé ma vie à essayer de les convaincre que j'avais raison. C'est arrivé aussi qu'ils me donnent tort. Eh bien, mais on peut dire c'est blanc, c'est noir, c'est gris. La seule C'est le analyse juge au qui final. compte, c'est celle du juge, puisque Ben même oui. s'il se trompe, elle aura l'autorité de la chose jugée et elle entrera dans la réalité. Bon, C'est à ça c'est que sert le Conseil constitutionnel. On l'a vu avec la alors réforme des attention, retraites, hein. oui, alors attention, ben oui, parce que bon, il a pris ses décisions et c'est applicable. Alors, concernant la présidentielle, moi, j'avais appelé l'attention, je dis attention, attention. Parce que si sur l'opération, je démissionne, je me représente, à laquelle je ne crois pas. Hein. Et donc, nos amis constitutionnalistes et votre serviteur, on s'était exprimé là-dessus. J'avais dit, ça me paraît Difficile. pas recevable. Ça me paraît Mm. pas recevable. Bon, comme théorie, hein, j'étais de ceux qui disaient non, c'est pas possible, mais c'était l'avis d'un juriste parmi d'autres. Mais comment ça se passe une élection présidentielle? Une élection présidentielle, et ça nous renvoie au problème de Calin, il s'appelle Calin, Georgescu, le candidat, c'est joli comme tout, C'est joli. se prénommait Calin. Il s'est pris une mandale, mais il s'appelle Calin, ouais. Calin, voilà. Ouais. Donc, sur le fait que, bon, on a interrompu illégalement une procédure en cours, et puis il s'est représenté comme candidat, et là, on lui a dit, monsieur, vous n'êtes pas recevable. Vous êtes méchant, vous êtes vilain, vous mangez les petits-enfants, et puis les Russes vous soutiennent, donc c'est pas bien, vous pouvez pas être candidat. Et ils ont dit aussi, comme on vous a exclu, vous ne pouvez pas reparticiper à un truc dont on vous a exclu. Tu vois, c'était une espèce de roue spéculaire. Je n'ai pas compris le. Raisonnement circulaire. Bien. Mais est-ce que ça pourrait arriver chez nous, ça? Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait dire, bah écoutez, voilà, il y a un candidat qui, il dit, je sais pas, quelqu'un de notoirement plutôt pro-russe ou un Guénaud, ou, je crois pas, hein, je n'ai pas confiance à Guénaud, ou un Mariani, et qui tout d'un coup, bon, euh, est-ce qu'on pourrait l'écarter? Ah ben non, mais pensez donc, pas du tout, s'il représente les conditions qui permettent et tout, ben non. Qui c'est qui décide qui peut se présenter ou pas? C'est Richard Ferrand qui va décider. Parce que on va se donner son dossier au Conseil constitutionnel. Dans le dossier, il y aura les parrainages des maires, il y aura les déclarations de patrimoine, etc. Hein. Et puis, sur cette base-là, le Conseil constitutionnel va dire ça recevable, celui-là est recevable, ah celui-là il n'est pas recevable. Très bien, je publie ma liste. La décision de recevabilité, c'est-à-dire la liste de qui a le droit de se présenter, n'est susceptible d'aucun recours. C'est Alors, un, c'est c'est un là où acte c'est vraiment purement intéressant. administratif du Conseil constitutionnel et hors manifestation de masse, comme il s'en passe en truc. Le Conseil constitutionnel de Richard Ferrand, de l'autre, là, comment est-ce qu'elle s'appelait, l'ancienne ministre, de Juppé, etc., c'est eux qui vont décider qui a le droit de se présenter. C'est leur pouvoir. Alors, C'est je vais dangereux, hein? t'intéresser à ce dernier conseil, des sages, entre guillemets. J'ai vu qu'il y avait 40% de non-juristes, des gens qui n'avaient jamais ouvert un Dalloz, ce qui est quand même assez extraordinaire pour être membre du Conseil constitutionnel. Mais tu vois, j'en avais beaucoup parlé, moi, j'étais très proche de Jean-Louis Debré depuis 1993, parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble avec Séguin, Chirac, et notamment la présidentielle de 95. Et tous les mercredis, on se réunissait place Beauvau dans son bureau, on était une petite dizaine, voilà, pour quadriller le pays. Bon, enfin, c'était une autre époque. Je lui disais, mais Jean-Louis, comment c'est possible? Tu sais que tous les comptes de campagne sont faux. Il me dit, on l'a toujours validé. Ça, c'était des années après, quand il est devenu président du Conseil constitutionnel.
J'ai dit, putain, mais les comptes de Balladur, ils étaient faux. Le mec, il t'explique qu'il plaisait tellement aux gens que les gens achetaient des t-shirts à son effigie. Voilà, mais franchement, il y a eu du liquide et du liquide et du liquide. Je peux le dire ici, où tout le monde vérifiera. Charles Millon, qui était ministre de la Défense à l'époque, que j'ai très bien connu, c'est Chirac qui lui avait dit on arrête les commissions et les rétrocommissions. Hein. Charles, si tu nous entends, tu le confirmeras. Tout ça était parfaitement connu. Et je vais même aller plus loin. C'était l'ancien président du Conseil constitutionnel, Dumas, qu'on avait reçu à Lyon Capital, qui m'avait dit la même chose. Tous les comptes sont faux. Et après, il l'a dit dans un bouquin, je crois, je ne sais pas quoi. Tous les comptes sont faux. On entérine. Pourquoi? Parce qu'on est déjà, depuis allez, 3-4 décennies, dans ce système oligarchique de gouvernement des experts qui considèrent que depuis la... Et ça s'est accéléré avec Maastricht, en fait, depuis 93, 92, euh, on, les gens ont considéré, intégré que faisant partie de l'Union européenne, on ne pouvait plus on ne pouvait plus en sortir et on ne pouvait plus faire la promotion de candidats, de personnalités qui mettaient en cause l'appartenance de la France à l'Union européenne ou qui mettaient en exergue le fait que la France était encore un État-nation. Ça, c'est pas possible. Donc, M. Ferrand a été nommé pour ça. Il pourra barrer d'un trait d'un seul en disant n'importe quoi, parce que c'est pas susceptible de recours. Il dira on a analysé, il y a au moins 80 signatures de maires qui ont été soudoyées par la Russie. Donc, c'est pas le scrutin n'est pas sincère, ne pourra pas être sincère parce qu'il y a une ingérence étrangère. Et qui va aller vérifier? Personne n'ira vérifier. On peut pas, Voilà. techniquement, on peut Donc, pas. oui, Et ça peut arriver en France. Je pense que même, oui, ça va arriver. Ça va arriver. C'est pas que ça pourrait, c'est que ça va arriver. Et que, de toute façon, si le fanon de la baleine Ferrand laisse passer un aliment indigeste, il y aura toujours un PNF quelconque qui pourra, en pleine campagne, comme c'est arrivé à Fillon, pour une histoire de corne-cul, ou si ça ne suffit pas, avec les réseaux sociaux, on inventera des histoires de viol, etc. On est dans cette séquence-là. Avec les réseaux sociaux, heureusement que Musk, effectivement, a un peu libéralisé les choses, parce que nous avons aujourd'hui affaire, moi je vis à la campagne, à des algorithmes et tout est dématérialisé. Tu n'as plus de personnes physiques, tu n'as plus d'accueil, tu vas aller aux impôts, tu n'as plus personne, tu as des maisons France, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, c'est un scandale, c'est toujours fermé. Donc tu vas lutter contre quoi? Comme j'avais vu au début de la pandémie en Chine, une Chinoise qui, de désespoir parce qu'elle n'était pas reçue à l'hôpital, mettait des coups de pied dans une machine devant l'hôpital. Voilà à quoi nous sommes réduits. Et c'est pour ça, et là je trouve que c'est un échec, c'est ce que je disais ce matin dans un tweet, nous n'avons pas réussi, depuis la loi de sécurité globale les uns et les autres, à mobiliser suffisamment les Français pour leur faire comprendre en quoi le digital portait en soi les ferments d'un totalitarisme. Ça, on n'a pas réussi, les libertés publiques intéressent peu les Français. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être nous qui nous exprimons mal, qui n'avons pas réussi à mettre le doigt suffisamment sur la question, parce que tout passe par là. Une fois que tu n'as plus de moyens de recours, que tout est automatisé, tu fais comment? C'est la question que je pose. alors, celle que je t'ai posée tout à l'heure sur est-ce que le système Macron est en train de se décomposer, la réponse est évidemment oui. C'est-à-dire qu'il y a tous ces échecs, il y a les résultats des élections, il y a une situation qui est invraisemblable, il y a son niveau de popularité, alors qu'on essaie de redresser à coups de sondage. Et ce qu'on n'a pas dit, Régis, excuse-moi, mais ils ont détruit, on peut être très factuel aussi, l'industrie. Plus d'industrie automobile, Audi va supprimer 7500 emplois. On en a parlé souvent, moi j'en ai parlé souvent à l'antenne de Toxin ou de QG ou dans mes lives. Je dis, regardez bien l'industrie automobile, ça va commencer par là. Les Chinois ont de l'avance, ils ont trusté tout le marché des batteries. Nous, on met sans arrêt des trucs soi-disant écolos pour la planète, on met des freins, des malus dans tous les sens. Fin de l'industrie automobile. Fin de l'aviation, parce que là, maintenant, on a mis des taxes sur les billets, ça faisait travailler tous les petits aéroports,
toutes les petites boîtes, tout le tissu de services, etc. Je reste dans les transports, du fret par le train. On devait développer, faire des trucs, ça s'est arrêté. Le maritime, pareil, ça pollue. C'est tous à vélo derrière Rousseau et derrière Hidalgo. L'agriculture, elle est détruite. L'agriculture, non seulement sous l'effet de la PAC, qui, au sein même de la corruption, est la thématique, le secteur le plus corrompu possible, la PAC. C'est-à-dire il y a des pays entiers avec des premiers ministres, notamment dans les anciennes républiques de l'Est, qui ont des cheptels incroyables et qui détournent complètement les subsides européens sans que personne, tout le monde sait que c'est de la magouille, mais ça continue. Fin de l'agriculture européenne. J'ajoute qu'avec des droits de douane ridicules, même pas ridicules, complètement supprimés, on a enrichi le roi du poulet ukrainien qui était déjà un milliardaire et qu'on bouffe du poulet PAC A bien dégueulasse qui vient même pas de la PAC et qui a inondé tous nos produits, tous nos marchés et que nous, moi je vis dans une région où il y a le poulet pas loin de Loué, etc. Le poulet de la Mayenne et compagnie, les gens n'arrivent plus à le vendre, évidemment, il coûte 3 fois le prix. Sauf que quand tu le manges, tu as vraiment du poulet. Fin de la sidérurgie. Alors que la France était quand même bien placée, on a liquidé la sidérurgie, de l'acier, tout ça, on n'en a plus besoin. En fait, fin de l'énergie. On était une puissance, bien sûr, nucléaire, mais aussi dans le nucléaire civil. On avait une énergie décarbonée, propre, on vendait nos excédents dans l'Europe entière, et ça nous coûtait beaucoup moins cher. On a multiplié par 3 le prix de l'énergie. On va acheter du gaz russe en passant par l'Inde, on le paye 35% plus cher, ce qui est quand même incroyable. Et les Américains nous refourguent leur gaz de schiste dégueulasse qui font voyager par container en traversant l'Atlantique. À part ça, tout va bien. Donc, j'arrête ici. Mais si on regarde, je ne parle même pas de l'intellectuel, de l'incorporel, etc. Si on regarde secteur par secteur, Macron et ses amis, en commençant par Hollande, ont tout arasé. Quand on voit toutes les centrales qu'ils ont fermées, quand on voit ce qu'ils ont fait de mal à l'industrie, pourquoi? Pour nous vendre la Startup Nation, qui ne produit aucun emploi. 80% des startups, 90% même maintenant, font faillite dans les 18 mois. Les 10% qui résistent deviennent des lignes de produits rachetées par les entreprises du CAC 40 dont le siège n'est pas en France. C'est un désastre. Nous allons devenir un musée à ciel ouvert avec des pousse-pousse poussés par des Français avec des riches Chinois qui vont venir passer un week-end à Paris. C'est ça la réalité. Et si on parle de l'armée, puisque c'est aussi la question, maintenant on est tous dans le patriotisme économique, c'est pas, ça n'a aucun sens. On a 130 chars Leclerc en état de marche. 130, on ne les fabrique plus depuis je ne sais plus combien d'années. Les lignes sont arrêtées. Et quand je dis en état de marche, il faut un 38 tonnes derrière avec les pièces de rechange et 100 ingénieurs pour le faire marcher 10 km. On a divisé par 4, on a 196 avions de combat. On en avait 600 il y a encore quelques années. On a un porte-avions qui fait de la représentation, c'est Walt Disney. Il est un peu à Toulon, un peu à Brest, après il est au large de l'Afrique, coucou, etc. On peut déployer au maximum. Alors, notre armée, elle est très technologique, mais c'est un journaliste, Jean-Dominique Mercier, dont je partage assez peu les analyses, mais qui avait eu une bonne formule dans son bouquin. Il avait dit l'armée française, c'est comme l'armée américaine au format bonsaï. C'est exactement ça, c'est-à-dire elle est très technologique, etc. Mais nous sommes des nains. On fabrique en un an ce qui se tire de munitions en 12 heures sur le sol ukrainien, sur le théâtre d'opération ukrainien. Donc voilà, ces gens ont tout arasé, démonté, y compris aussi, on pourrait en parler longtemps, des services publics, et viennent nous dire aujourd'hui, on va faire la guerre, we are the best, tremble Donald, tremble Poutine, nous voilà. Mais enfin, c'est ridicule, on est ridicule, et on est ridiculisé à l'échelle de la planète. Ce que vient de rappeler l'administration Trump en parlant de Glucksmann, sans citer son nom, un pauvre petit homme politique inconnu, patati patata, voilà ce qu'est devenu la France, alors que les BRICS sont en train d'exploser. C'est plus de 50% du PIB, plus de 60
75% maintenant, les trois quarts de la population mondiale, excusez du peu, et ils refusent en plus sans arrêt des pays. On a perdu complètement notre influence en Afrique, et finalement, au bout de 10 ans de Macronie, on sera fâché avec toute l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, mais aussi le Maghreb, on sera fâché avec les États-Unis, on sera fâché avec la Russie, et finalement, à peu près avec tous les BRICS. Finalement, bravo, monsieur Macron, hein. Alors, Bravo. alors attends, là on est sur une question très, enfin, essentielle. Est-ce que le système Macron, c'était la question de départ, est-il en train de se décomposer? Oui, il est en train de se décomposer. Mais le problème, c'est que ce que tu viens de décrire, est-ce que c'était un projet, c'est-à-dire qu'on va tout araser parce que la place de la France, c'est une espèce de pays-musée central de service, ou bien, c'est-à-dire il y avait au moins un projet. Comment est-ce qu'ils voyaient la France? Il y a trois hypothèses. Soit ils avaient le projet de destruction pour des objectifs que j'ai du mal à caractériser maintenant, soit ils avaient des objectifs qui consistaient à imposer le néolibéralisme dans sa particularité, c'est-à-dire permettre au sommet d'être toujours plus riche et à cette hyperclasse de dominer, parce que c'est ça le but du libéralisme, à la base de s'appauvrir, aux couches moyennes régulièrement de voir une partie de passer à la trappe, de se prolétariser. C'est-à-dire, ce sont les mécanismes qui sont, je veux dire, totalement consubstantiels à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est quoi? Je schématise, hein, ça n'est pas que ça, mais c'est un système qui a privé les États de leur souveraineté dans les domaines économiques, la monnaie, etc., hein, dans le cadre de traités à valeur constitutionnelle irréformables. Il faut une majorité, il faut une unanimité. Donc c'est irréformable et donc concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que le développement de la société, son fonctionnement, c'est uniquement au travers de la concurrence libre et non faussée et au travers des forces du marché. On sait ce que ça donne. Les pays qui s'en tirent, ça va être les États-Unis qui prennent des mesures, la Chine, l'Inde, la comment dire, La Russie, la Russie bien sûr, c'est des pays où l'État a pris ses responsabilités bien et sûr. est redevenu. Alors la Chine, il l'était resté un État stratège. Alors euh, le problème, c'est donc euh, j'ai dit deux hypothèses. Le projet était d'araser. La deuxième hypothèse, c'était d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. C'est schématique ce que je dis, c'est caricatural, mais on me comprendra. Et le troisième, c'est le fil de l'eau. Cadavre au fil de l'eau, on regarde passer et on laisse Alors, moi, j'ai vraiment bien réfléchi à la question. Je te propose une séquence. Je pense que le point de départ, c'est ton point numéro 2. C'est-à-dire, de toute façon, il faut que l'oligarchie, d'une manière ou d'une autre, ait le pouvoir. Et on appauvrit les pauvres, c'est une conséquence. Mais nous, les sans-familles ou notre plutocratie, notre oligarchie, nous, il faut qu'on ait le pouvoir. Et on vous laisse, vous, les politiques français, peu importe, vous agiter du moment que vous respectez de façon intangible ces quelques lignes directrices. Et donc, ça m'amène à ta troisième proposition, qui est le fil de l'eau. Parce que, incontestablement, comme tu le disais, quand on a ce matin un peu parlé de l'émission, tu me disais, il y a ce principe qu'il ne faut pas attribuer. voilà, j'allais compléter. Alors, c'est le fameux rasoir d'Anlon. Hein, je Voilà, vais te le rappeler, c'est il ne faut pas attribuer à la malveillance ce qui relève de la stupidité. Donc, voilà. effectivement, ça pose cette question. Euh, alors, tu as raison de faire le départ entre l'hyperclasse et, enfin, l'oligarchie, la plutocratie, et leurs domestiques. Sauf que ces domestiques, ils ont envie de rester. Parce que dans ce que tu as décrit, de la catastrophe, on se dit, mais ils ont pris toutes les mesures, ils ont détruit le code du travail. Ça, ok, on comprend dans l'intérêt de qui. Ils ont les retraites, on comprend dans l'intérêt de qui. Mais tout un tas d'autres mesures, sur l'énergie par exemple, c'est de la bêtise. Donc c'est véritablement suicidaire. C'est comme toutes les sanctions suicidaires. On va mettre
la Russie à genoux au plan économique de Bruno Le Maire, il montre qu'il est con comme un boulon, mais c'est pas possible ça. Oui, mais tu vois, la différence depuis Macron, ça avait commencé avec Sarkozy, ça aussi, mais ça s'est vraiment accéléré. C'est que quand tu. Alors, il y a deux paramètres, deux phénomènes complémentaires. Le premier, c'est de posséder les médias. Les médias, quand tu possèdes les médias, tu maîtrises la communication, tu maîtrises les peurs, et comme disait l'autre, tu maîtrises les âmes. Et en fait, quand toute la journée en boucle, et il faut voir comment ça se passe quand même dans les familles, dans un pays vieillissant, hein, qu'est la France. J'en ai fait l'expérience il y a quelques semaines. Bah, tu vois, il y a des familles où la télé est allumée en permanence, comme une espèce de bruit de fond, et t'entends toujours ce brouhaha, les uns et les autres, qui t'expliquent que Poutine est méchant, que Zelensky c'est Jésus-Christ superstar redescendu sur Terre pour nous sauver, Macron, voilà, lui le sauveur du monde libre, etc., etc. Et donc, il en reste toujours quelque chose, parce que le fond des gens qui ne sont pas vraiment politisés, qui ont été un peu abîmés avec le Covid, le confinement, je pense que ça a constitué, un peu comme les Gilets jaunes, qui était la première salve, mais le confinement a été une expérience non pas créée de toutes pièces, parce que ça c'est du complotisme, et je pense que l'appétit est venu en mangeant, ça a constitué une expérience de contrôle social absolument magnifique. Moi, j'appelle Quand ça tu l'effet arrives, d'aubaine. Il y a eu un ben, effet d'aubaine. ben oui, quand il y a eu un effet d'aubaine, quand tu arrives à ce que 60 millions de gens s'auto-signent un papier pour aller pisser avec leur chien ou dire vous allez acheter votre pain, vous allez vous signer un papier pour acheter votre pain chez un commerçant essentiel et que les gendarmes l'appliquent, que les gens moi j'ai jamais fait, mais bon, que les gens s'auto-signent leur propre autorisation, tu te dis qu'est-ce que tu peux faire après ça? C'est la forme la plus élaborée du totalitarisme et de la servitude volontaire. Alors, bon, là, je m'adresse aux amis qui nous regardent. Vous voyez qu'on est chaud quand même, hein. Bon, donc, le, le, et on est très sérieux. On le sera pas toujours autant, mais Bon, mais là, on pose les bases un peu oui, de. oui, Voilà. tout à fait. Notre convergence d'analyse sur une situation Voilà. et en forme un peu de diagnostic. Alors, euh, le problème, c'est que dans les 2 ans qui viennent, parce que cette échéance présidentielle, elle va quand même rythmer, même si je considère qu'elle rythmer la vie politique française, même si je considère que ce système, et le système institutionnel en particulier, ne produit plus de politique, au sens où, de la définition de Richelieu, la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Ça ne produit plus d'efficacité, des débats n'en plus finir. Alors on rédige des lois qui sont plus ou moins appliquées. Et puis surtout, on a un espèce de théâtre absurde, un simulacre de pouvoir avec comment dire, des dispositifs qui ne fonctionnent plus. Alors, le problème, c'est que qu'est-ce que vont faire ces gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les... Parce qu'ils sont quand même en panique, probablement. Tout ce qui s'est produit autour de l'arrivée de Donald Trump montre bien qu'il y a eu un effet de panique. C'était des valets sans maître, ils avaient perdu leur Biden, et donc ils sont devenus poulets sans tête. Bien. Donc, le problème, c'est que ils vont vouloir durer, ils vont vouloir perdurer. Ils viennent de lancer, je vais confirmer ce que tu viens de dire, ils viennent de lancer, on va réindustrialiser l'Europe et on va faire une économie de guerre. Donc c'est l'industrie militaire qui va tirer l'attelage. Mais c'est grotesque. C'est grotesque. On n'a pas l'argent. Les 800 milliards, tu vas les sortir où? D'où? Deuxièmement, on n'a plus les ingénieurs. Nos écoles d'ingénieurs, qu'on avait les meilleurs du monde. Les Bien mecs, ils sûr. partent dans les salles de marché faire du trading, hein, parce que ça rapporte plus. Mais et on en forme plus tant que ça. Quand on voit ce que les Russes
en forment, ce que les Chinois en forment, le pays qui a le ratio du plus grand nombre de formations, de plus de formations des ingénieurs, c'est la Russie par rapport à la population. En chiffres absolus, ce sont bien évidemment les Chinois. Ils font des ponts d'or à ceux qui sont aux États-Unis pour qu'ils reviennent. Les Américains font un effort là-dessus aussi. On n'a plus les chaînes de production. Ils sont On a, très loin, les Américains. Ouais. Ils sont obligés de faire venir effectivement les ingénieurs de Chine parce qu'ils n'ont plus d'ingénieurs non et plus. oui, bon, Mais ils réagissent, mais ils ils réagissent. réagissent. Mais on n'a plus de matières premières. On n'a plus de matières premières, on n'a plus d'énergie. La production, c'est de l'énergie transformée, mais c'est une blague, cette histoire militaire. C'est une blague, c'est tout. Alors là, on a trouvé de l'hydrogène. Là. Donc on va être, c'est magnifique. Le principal pays au monde, il y a des gisements incroyables. Mais comme on n'a plus l'outil industriel et que mais les Chinois, ils sont déjà dans l'hydrogène, ils sont déjà dans la pile à combustible. Déjà, eux, ils ont tué le marché de la batterie, si on parle de ça. Ils sont déjà dans l'hydrogène. Et ce deuxième combat, on l'a perdu. Ce combat qui est dans les allées à moyen terme, disons dans les 5 à 10 ans, on l'a perdu aussi. Donc d'ici là, qu'est-ce qui va se passer si on fait un peu de prospective? C'est peut-être ça qui va faire bouger les gens. Plus d'industrie automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien voir les trucs, c'est que quand tu achètes une petite automobile française du type R5 là, qui viennent de refaire, qui est assez jolie d'ailleurs, c'est pas le problème, euh, tu vas la payer 37 000 euros. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, hein, c'est-à-dire le prix d'attaque, etc. Bon, mettons, le prix moyen, minimum de base, c'est 40 000 euros. Qui peut mettre 40 000 euros aujourd'hui dans une bagnole neuve quand c'est pas recyclé, qu'il faut recharger tous les 150 ou 200 km en utilisation normale? Bon, ça c'est le premier point. Tu ne peux plus, si tu veux acheter une bagnole un peu, je dis même pas sympa, parce qu'aujourd'hui, même les citadines, depuis 2025, ont un malus en France. C'est-à-dire, tu achètes une voiture neuve, elle est déjà malusée parce qu'elle pollue, soi-disant. Alors que nous polluons, nous constituons 0,9% de la pollution mondiale et que dans ces 0,9%, l'automobile, c'est 1%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rien du tout. Donc on a malucé toutes les... Et le mec qui veut s'acheter une bagnole un peu sportive, je ne te parle pas d'une Ferrari, hein, je te parle d'une Peugeot ou d'une Audi A3 un peu puissante. Le mec, il paye le double. C'est-à-dire il a 50 000 euros de malus. Il a payé 50 000 euros, il s'endette, elle va lui coûter 100 000 euros. Donc, fin de l'industrie. Et si tu gardes ta bagnole, tu ne pourras même plus garder ta vieille bagnole, parce qu'il va y avoir des ZFE. Ils ont publié la liste hier des 24 communes qui vont l'appliquer. C'est plus que des communes, en fait, c'est des zones entières. Tu ne pourras même plus aller de Paris à Lyon parce que tu vas traverser des zones entières qui seront situées en ZFE. Tu ne vas pas faire 2000 km pour faire Paris-Toulon, quoi, si tu veux. Et dans ces trucs-là, ça va être complètement automatisé. Tu vas être vidéo verbalisé. Alors que l'Europe elle-même, normalement, c'est la liberté de circulation des biens, des personnes, des idées, sans droit de douane, etc. Donc, ils sont en train de mettre un système concentrationnaire au sein même de l'Europe, et je dirais même qu'il y a un groupe qui est en train de se constituer au sein de l'Union européenne, des gens, des pays qui sont quand même un peu mieux que les autres, pour exclure la Hongrie d'Orban, par exemple, en disant, comme la majorité doit être, comme il faut l'unanimité pour certaines décisions, on va passer outre. On en est là aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vraiment ce, ce système-là produit en lui-même du fascisme, je ne sais pas comment, du totalitarisme. Alors, Voilà. je ne ferai pas le raisonnement, je le mènerai pas comme ça. Alors, pour arriver au même résultat, hein, mais je ne prendrai pas le même chemin. C'est-à-dire que, bon, ne pas attribuer à la malveillance ce qui relève de la stupidité, parce qu'il y a une dimension suicidaire, et quand même la volonté, c'est-à-dire que dans tout un tas de mesures, elles sont tellement absurdes
il y a un côté suicidaire, il y a un côté incapacité de s'adapter à un monde qui change très très vite et par conséquent qui nous emmène dans le mur. Donc le seul moyen de se maintenir au pouvoir, de garder les manettes, c'est le fascisme est déjà là, c'est-à-dire la société illibérale, c'est-à-dire des mesures, ben, on interdit les candidats qui ne conviennent pas, on met en place, et tu parlais du Covid, moi j'ai vécu ça comme ça, euh, j'ai fait une intervention dans le fameux documentaire qui s'appelait Hold Up. Alors, où il y avait des trucs tout à fait délirants. Alors, moi, j'étais interviewé, 10 minutes, j'avais expliqué ce que j'appelais l'effet d'aubaine, c'est-à-dire que on en avait profité pour mettre en place des mesures liberticides et j'avais pointé la disponibilité de notre système pour ça. Parce que euh, tu parlais de la police. Il a manqué personne dans la police au système Macron pour matraquer les Gilets jaunes. Personne. Ils ont Personne. tous été là, la hiérarchie, etc. Ensuite, quand il y a eu le Covid, ils ont fait du zèle. On est le Il n'a pays manqué personne. le pays au monde où il y a eu le plus d'amendes. Le plus d'amendes, ils ont été d'une bêtise extraordinaire. Quand il y a eu sur les retraites, quand Monsieur l'Allemand, le préfet de police, organisait des NAS, organisait des répressions totalement illégales d'ailleurs, hein, jamais il a été poursuivi bien sûr, les policiers étaient là au garde à vous. Ils ont fait ce sale boulot. Alors après, ils vont tous aller voter. On nous dit ils vont tous aller voter pour le Rassemblement national, hein, mais quand il s'agit d'aller taper sur la tête des électeurs du Front National, ils ne sont pas les derniers. C'est un vrai, vrai problème. Alors, si tu veux, bon, je te propose, là, on a fait un premier tour, véhément, comme d'habitude, les gens qui nous connaissent pouvaient s'en douter. Euh, Moi, je te propose qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui et que on réfléchisse et qu'on pour la prochaine fois parce que oui, qu'est-ce qu'on va faire dans les semaines et les mois qui viennent? Comment les combats doivent se mener? Il n'y a pas de force politique qui est capable de prendre, d'être le réceptacle de cette colère, le réceptacle de ce refus de cette évolution, le réceptacle du moyen politique de se débarrasser de Macron et de son système. Donc c'est une vraie question et il faut qu'on on puisse avancer, réfléchir là-dessus. Et puis Non, mais voilà, tu vois, je pense que tu as raison. Dans les 2 ans qui viennent, c'est d'ailleurs dans tous les gens qui nous suivent, hein, qui sont nombreux, les questions qui sont redondantes. Hein. Sur QG, on fait aussi des missions pour créer de la force collective, pour ne pas que l'espoir s'éteigne. Il y a beaucoup de contributeurs qui sont particulièrement acérés, intelligents, cultivés, combatifs, résistants, résilients, tout ce qu'on veut. La question, c'est que nous, on ne va pas appeler à la révolution. On aurait l'air fin. Tu vois, allez, viens, on va tout casser. Bon. Puis de toute façon, une révolution ne se décide pas, ne se décrète pas le cul sur une chaise. À un moment, bon, voilà, ça, c'est le premier point. Mais ça, c'est un premier pilier. On le plante ici. Quoi. Et le deuxième, c'est on ne peut pas continuer comme ça dans un système clos où finalement les médias, les partis politiques, les syndicats, tout ce qui était groupe de pression ou corps intermédiaire est complètement cornaqué par une même engeance, hein, par des mêmes personnes européistes, issues elles-mêmes de la plutocratie ou esclavagisées, hein, parce qu'il y a aussi la servitude volontaire, tu le disais toi-même. Et comment se fait-il que les gens continuent à adhérer à ce truc-là? Bah oui, ça c'est la vraie question. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Est-ce que l'esclave va pouvoir s'affranchir un jour? Rien n'est moins sûr, hein, on ne le sait pas. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Alors je pense qu'il faut continuer à être rationnel, sérieux, à proposer des lieux d'échange, des formes de résistance. Pour l'instant, la martingale, on ne l'a pas trouvée. Et sans doute ne pourra-t-on pas faire l'économie. Tu disais, tu appelais ça, toi, je sais, une purge. Euh, J'aime pas trop le mot, mais si tu veux, on va pas refaire avec tous ceux qui ont produit ce système une nouvelle société. On va pas régler les problèmes, comme disait Einstein, avec ceux qui les ont provoqués. À tout le moins, ces gens-là, il faudra les mettre à l'écart.
ils s'accrochent parce que tout est interpénétré aujourd'hui dans nos sociétés. Et pour les arapèdes, pour les enlever des rochers, quand on est plongeur, il faut un sacré couteau. Hein, et ça s'accroche, hein, les arapèdes. Donc il va falloir les décrocher, ces arapèdes. Et Alors, comment on va faire sans que ce soit trop violent? Voilà. alors ça, sans que ce soit trop violent, c'est l'histoire qui décide. Donc, Bien sûr. quand elle part dans une direction, quand elle s'accélère, moi, il y a un livre que mon fils m'avait offert pour Noël il y a 3 4 ans de Varesquiel, qui s'appelait spécialiste donc de la Révolution française. Il a fait une magnifique biographie de Fouché et il avait jugé la reine, c'était passionnant. Et ça s'appelle 7 jours. 7 jours, ce sont les 7 premiers jours de la réunion des États généraux après le 14 mai 89, qui débouchent sur le serment du jeu de paume, la transformation en Assemblée nationale, et c'est-à-dire que le système de monarchie absolue euh, qui était là le 13 mai au soir n'existe plus 7 jours plus tard. C'est assez fantastique. Et alors, bon, après, il y a toute la suite. L'histoire continue à s'accélérer. Donc, on ne sait pas ce que ça peut donner. En revanche, le diagnostic qu'on a fait, la difficulté de trouver des solutions, le fait que ce système continue finalement quelque part à braver, continue à essayer de perdurer, n'a pas beaucoup de scrupules en ce qui concerne les moyens choisis, euh, ne pourra pas produire une alternance. Il n'y aura pas d'alternance dans ce système, même réformé, même amodié, changement du mode de scrutin, etc. Non, non, non. C'est pas ça le problème. Je pense qu'une alternance dans le dispositif actuel, y compris avec tous les partis politiques qui sont là, tous les qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Je dis bien tous. Je dis bien tous, chacun avec ses caractéristiques. Il n'y en a aucun, et tu l'as dit, qui remet en cause fondamentalement ce système et ce qu'il est en train de produire. Alors, moi, je pense que ça ne pourra passer que par une rupture. Que par une rupture, alors révolution, une rupture révolutionnaire, je ne sais pas, mais une rupture, ça c'est la première donnée. Hein. On rompt avec ce qui s'est passé. Et deuxièmement, tu utilises le terme de purge, je vais l'humaniser, Didier. Hein, je vais dire une reddition des comptes. Une reddition des comptes. Ceux qui ont fait ça devront en rendre des comptes. Je suis tout à fait désolé. Emmanuel Macron, bien sûr, mais pas que. Ceux qui l'ont mis au pouvoir, je pense à Jean-Pierre Jouyet ou à Jacques Attali, mais également ceux qui ont accompagné, qui ont commis un certain nombre de faits, y compris parfois des exactions, qui ont laissé perdurer quand ils n'en ont pas profité la corruption. Corruption géante, je pense au bureau d'études, je pense à McKinsey, euh, et puis naturellement les journalistes, les médias, tous les Tu gens qui... vois, il y a quelque chose qui, on va pas faire trop long, mais qui m'a toujours étonné dans le débat public, c'est qu'il y a beaucoup, y compris même dans la résistance, entre guillemets, de gens nous disent mais l'État est complètement pénétré, il y a McKinsey qui fait des trucs, mais non, mais c'est pas que l'État est pénétré par McKinsey, c'est que l'État, la Macronie, c'est McKinsey. Et à telle enseigne que lorsque, dans leurs locaux de campagne, cette association a été créée, qui s'appelait En Marche, au départ, c'était un parti politique, hébergé d'ailleurs par l'ancien patron d'AXA, etc. Bon, ça s'est fait, ça s'est bricolé. Et d'ailleurs, j'étais dans le bureau du maire de Lyon, paix à son âme, Gérard Collomb, avec une autre personne, nous étions trois, quand il nous a dit, je vais essayer quelque chose avec Emmanuel Macron, socialiste saint-simonien. Il n'y a que lui qui savait ce qu'était le socialisme saint-simonien, Gérard Collomb. Soit dit en passant, Macron l'a très bien récompensé et là, d'une certaine manière, bon, je ne vais pas employer de grands mots, mais lui a fait beaucoup de mal. Parce que son épouse, Caroline Collomb, n'a pas manqué de relever à ses obsèques et ensuite. Bon. Tout ça pour dire que quand ils se sont installés dans les locaux de campagne, 100% des effectifs de En Marche étaient des gens de McKinsey. 100%. C'est-à-dire qu'on a un cabinet, et je les connais puisqu'à un moment, ils sont venus, quand je bossais dans le privé, me proposer
un boulot, c'est-à-dire ils prennent ton boulot et te le mettent à l'horizontale comme font les publicitaires, et ils te disent ça fait 100 000 euros. Et tu dis la porte elle est là et partez vite. C'est ça, hein, c'est rien d'autre que ça, c'est du pipeau intégral. Mais voilà. Donc c'est bien, quand on dit l'état profond, c'est même pas l'état profond. C'est-à-dire que c'est une des organisations un peu apatrides qui n'ont pas besoin tout à fait d'ordre, qui ont produit l'affaire Enron, hein, d'ailleurs, aux États-Unis. Hein. C'était l'histoire des Big Six devenus Big Four, enfin, je ne sais plus ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es à la fois juge et partie, tu participes de la catastrophe et tu finalement livres l'État à des organisations un peu évanescentes, internationales, dont tu ne sais pas vraiment qui dirige. Il y a beaucoup d'associés, voilà. En tout cas, ça permet de ne pas avoir un pays comme Astérix, un petit village qui résiste, mais où finalement l'oligarchie peut appuyer sur un bouton et dire ce candidat ne me plaît pas, il y a un risque pour notre système, on l'évacue. C'est ça qu'il faut comprendre, qui est Alors, fondamental. on va prendre congé. Je vais juste rajouter une petite chose. Bon, on va donner rendez-vous pour plus tard. Alors, la date n'est pas encore fixée. Je vais juste euh, dire une petite chose. Euh, Là, dans la façon qu'on a eu de s'exprimer, il y avait de la colère, il y avait de la rage un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais une clairvoyance rageuse. J'ai bien aimé c'était très flatteur, j'ai trouvé. Il y avait donc de la rage, euh, mais l'enjeu, il n'est pas de faire rendre gorge à tous ces gens aussi, où on a tellement envie. Mais On a l'enjeu, il envie, est au-delà de ça. bien Il sûr. est de sauver ce pays. Alors, moi, je ne m'attribue pas la capacité d'être sauveur ou rédempteur, mais là, actuellement, l'Occident va mal. L'Occident est en déclin. L'Occident, et c'est ce qu'a compris Trump, qu'on n'aime pas, qu'il fasse des conneries, pas des conneries, je veux bien, mais il a compris que le monde avait changé et son souci, c'est d'adapter les États-Unis à ce nouveau contexte. En Europe, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, on peut aller vers la catastrophe pour ce malheureux pays. Et donc, l'enjeu, il est celui-là. Ça ne va pas se régler dans les 2 ans qui viennent, mais ce sera quelque chose de longue haleine. Mais là, ces gens nous emmènent dans le mur. C'est l'expression qui convient. Mon cher Didier, on a dit déjà ce qu'on avait envie de dire. On l'a dit avec le ton qui nous est habituel, souvent, en tout cas pas toujours. Hein. On est parfois très gentil. Mais là, on est un petit peu vénère, comme disent mes enfants et mes petits-enfants. Donc, chers amis, on va poursuivre, on va continuer avec votre aide, votre soutien. Euh, Lorsque cette vidéo va être publiée, faites-la circuler, ce sera bien. Et on vous dit à la prochaine vidéo, à la prochaine audience. Ça, réflexe. Non, à la prochaine émission. Les audiences, c'est l'avocat qui parle. C'est notre Salut! projet. Salut.